Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va commencer par faire un premier test de son. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous dire, pour ceux qui sont arrivés à se connecter, si vous nous entendez de manière correcte? Oui. Dominique, est-ce que tu peux couper ton micro? Top. Donc, voilà, si vous pouvez nous dire dans le chat si vous nous entendez, si tout va bien. Ouais, vas-y. Question, ça marche? Ouais. Comme je vois pas le chat, tout va bien? Ok. Bon, le temps que tout le monde se connecte, vous précisez que c'est un webinaire un peu particulier, puisque nous sommes sur une journée avec les porteurs et futurs porteurs de grappes. Donc, ils vont se remettre dans la salle dans quelques petites minutes. Donc voilà, on va lancer le webinaire dans 2 petites minutes, le temps que tout le monde se reconnecte. Et je vous montrerai les participants également dans la salle. Quelques secondes de patience. En attendant que tout le monde se connecte, donc vous rappelez que sur les webinaires, vous avez sur la partie droite de votre écran la possibilité donc de communiquer par chat, donc de nous laisser des messages, et vraiment on vous encourage lors de la présentation à poser vos questions en direct. Dominique, qui est également connecté, nous signalera les questions, nous arrêtera en cours d'intervention pour pouvoir répondre à vos questions de façon à ce que ça soit le plus interactif possible. Donc vraiment, on vous encourage, posez vos questions, on y répondra volontiers, on est là pour ça, et on s'arrêtera dans nos propos pour bien entendu traiter tout ça. Si vous voulez nous joindre par email, vous avez également le mail du collectif SI médico-social qui apparaît avec le numéro de portable du collectif. Et donc, cette session est enregistrée et à la fin de la présentation, vous aurez la présentation qui vous parviendra par email. Alors, j'en profite pour vous montrer les participants de la salle aussi. Petite seconde, je tourne la caméra. Donc, vous voyez, nous sommes... Attendez, je ne suis pas sur la bonne caméra. On va gérer comme ça, on va tourner. Donc, nous sommes dans la salle avec les plusieurs participants qui vont peut-être également interagir pendant le webinaire. Donc, on se remet, Bruno, toi et moi. Voilà. Toute organisation. Bon, eh bien, écoutez, Bruno, moi, je te propose qu'on démarre par une question finalement assez classique. Donc, on va juste se remettre là-dessus pour qu'on puisse se voir. Je te propose qu'on démarre par une question finalement assez classique. Est-ce que pour nos interlocuteurs, tu pourrais te présenter et présenter succinctement ta fonction professionnelle, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à toutes et tous. Alors, je suis Bruno Fouquet, je suis DSI salarié, c'est important de dire, dans 2 structures SMS qui partagent ma fonction de directeur des systèmes d'information. Donc 2 structures, une qui est le groupe Human, anciennement ADAPI VAR Méditerranée, qui a changé de nom l'année dernière en juillet, et également Avance, là aussi avait fait Espérance VAR, qui a changé de nom également en juillet l'année dernière. Donc ce sont 2 structures qui sont dans le champ de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, protection de l'enfance et grand âge, effectivement, puisque au niveau d'Human, on a des structures qui vont de l'EHPAD jusqu'au MEX pour accompagner les personnes. Donc sur le périmètre de l'ESMS, des ESMS, c'est à peu près 2300 salariés sur les 2 structures regroupées pour plus de 2600 bénéficiaires de nos accompagnements. À noter quand même que mon périmètre ne s'arrête pas là au niveau des ESMS, puisque groupe Human
c'est également l'entraide sociale du Var, c'est également Ariane Méditerranée, un fonds de dotation Antidote et des crèches qui représentent au total plus de 8000 personnes accompagnées sur 45 établissements dans le département du Var pour Human. Côté Avance, c'est 10 établissements, c'est 600 personnes accompagnées, 230 salariés. La particularité également, c'est que ces deux associations me dégagent également du temps comme DSI externalisé pour une SCIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif, qui a été montée par ces deux associations plus une autre qui s'appelle phare 83, qui est une société d'intérim qui gère plus de 4500 intérimaires au bénéfice des ESMS. C'est-à-dire que les métiers recherchés au travers de cette SCIC sont essentiellement tournés vers le médico-social. IDE, coordinateur, éducateur, maîtresse de maison, etc. Et côté NACTIM, c'est un siège et 6 agences, bientôt 7, puisqu'on va en ouvrir une sur Lyon, qui passe par Évreux, Nîmes, Nice, etc. Donc, voilà. Au final, sous ma responsabilité, sous mon pilotage système d'information, j'ai une 60aine d'établissements en responsabilité. Voilà. Merci Bruno pour cette présentation. Je me rends compte qu'il y a une coquille dans la présentation. C'est pas 2 ESMS, c'est 2 organismes gestionnaires. Je vous prie de m'excuser. J'ai une autre question, Bruno. Oui. Est-ce que tu sais pourquoi nous t'avons demandé aujourd'hui d'intervenir, de ton point de vue? Pas du tout. Pas du tout. Oui, si, je le sais bien évidemment. Je pense que c'est lié à la fonction qui est assez particulière, assez neuve de ce partage, en tout cas de cette fonction. Comme je te l'ai dit, effectivement, je suis salarié à mi-temps dans chaque structure. Donc on pourrait imaginer un demi-DSI par association et pour la SCIC, ce qui est pas totalement vrai. Je me considère plutôt comme un DSI au bénéfice et à temps plein de l'ensemble des structures que je pilote. Donc c'est également, je dirais, l'idée de pouvoir repréciser également ce qu'est la fonction de DSI dans la transformation du numérique qu'on vit tous au quotidien, personnellement mais aussi professionnellement, et plus spécifiquement dans le milieu médico-social. Voilà. Et c'est aussi lié peut-être à une réflexion qui commence à émerger au niveau du médico-social, c'est comment se doter dans ces structures, avec les moyens qui nous sont alloués, d'un accompagnement au niveau des systèmes d'information. C'est vraiment, quand on discute au sein du collectif médico-social ou avec les établissements médico-sociaux, c'est un vrai sujet. Vraiment, la fonction DSI, le management du système d'information, finalement, la comparaison entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social. Donc, c'est vraiment un sujet qui est en place depuis plusieurs années au sein du secteur médico-social, que nous vivons, nous, tous les jours au sein du collectif médico-social et qui, à mon avis, va prendre une ampleur très importante quand on le regarde, ne serait-ce que sous l'angle du secteur sanitaire. J'avais une autre question, Bruno. Afin que nos interlocuteurs et puis nos auditeurs aussi, ils comprennent l'enchaînement des situations qui ont abouti à ta fonction, est-ce qu'on pourrait peut-être leur parler de l'historique de ta collaboration avec ces associations, qu'on voit un peu le parcours? Tout à fait. Ouais. Allez. Alors justement, j'ai prévu une slide pour ça, figure-toi. Ça tombe bien. Voilà. Donc, comment j'en suis arrivé là? Alors moi, je suis quelqu'un qui est issu du milieu bancaire au tout début, puis mutualiste et sanitaire sur la région nantaise. Et en 2018, lorsque je suis descendu dans le Var, j'ai créé une société, une SAS, de conseil en organisation et management des systèmes d'information et d'accompagnement également à la mise en place du RGPD au niveau des établissements qui voudraient bien, je dirais, bénéficier de mes conseils. Donc c'est comme ça que je suis arrivé au niveau du médico-social avec un des premiers clients en tout cas, qui a été l'association AVFET Espérance Var, devenue Avance,
et qui m'a, je dirais, mis le pied sur ce milieu-là et sur la compréhension du médico-social. Donc tout est parti d'eux. Après, j'ai eu d'autres clients dans le médico-social avec Phare 83, la page notamment sur la région, où je les ai accompagnés sur ces sujets-là. En 2019-2020, voilà, ça a été la poursuite sur cette lancée qui m'a permis de bien appréhender et d'avoir peut-être aussi cette vision, ce comparatif entre ce que j'avais pu connaître dans le sanitaire et le médico-social. Et on a travaillé beaucoup avec les structures que j'accompagnais, justement pour ce rattrapage au niveau du numérique et la mise en place effectivement d'un accompagnement au niveau des systèmes d'information. C'est à cette période-là aussi que Avance m'a proposé de les rejoindre en tant que salariés sur un mi-temps, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité non plus financière de se doter d'un temps plein sur leur périmètre. Donc j'ai eu durant cette période-là une mixité entre ma propre structure en tant que dirigeant et la fonction de DSI salarié au sein de Avance. En 2021, il y a eu un certain nombre d'événements qui ont lieu chez ADAPI, VAR Méditerranée, maintenant devenu Human, qui ont fait que la direction de l'association m'a sollicité pour les accompagner sur le pilotage de leur système. On s'est donné un an pour voir si on pouvait concrétiser différemment mon accompagnement. Et effectivement, au bout d'un an, nous sommes également tombés d'accord sur la mise en place d'un salariat au sein d'Human. Donc début 2022, janvier 2022, c'est là où je suis passé également salarié d'une autre association. Et c'est aussi à cette période-là que la décision a été prise, puisque j'avais Nactim comme client en tant que consultant, de me dégager également du temps pour pouvoir piloter et continuer de piloter la partie système d'information de Nactim. C'est intéressant quand même aussi de constater que tu étais prestataire finalement de l'association au début, et puis finalement tu as eu une fonction de plus en plus importante dans le partenariat en tant que prestataire, jusqu'à évoluer en disant le prestataire, ça atteint ses limites, le côté prestation de service atteint ses limites et il faut passer sur une autre collaboration, vraisemblablement le salariat. Ça me permet de poser une autre question, Bruno, puisque à ce stade de ces échanges, afin qu'on comprenne un peu mieux, pas forcément pour les personnes qui sont dans la salle, parce qu'elles ont peut-être un niveau de maturité numérique qui est important, mais pour peut-être tous nos auditeurs, est-ce qu'on peut afficher un peu le périmètre fonctionnel d'un DSI dans les associations? L'objectif, c'est quand même de nous permettre de mesurer un peu plus la sensibilité de ta mission. Tout à fait. Je pense que effectivement, par rapport à cette prise de conscience de l'intégration des systèmes d'information au sein même des organismes gestionnaires, il y a effectivement le périmètre et la sensibilité du périmètre qui rentrent bien évidemment en ligne de compte. Effectivement, il y a toute la partie métier qu'il faut accompagner, la partie infrastructure, la partie vision, accompagnement des métiers dans la mise en œuvre de leurs solutions, la partie sécurité, la partie garantie, accompagnement. Enfin, tout ça relève de la stratégie d'une organisation, de schémas qu'ils ont mis en place, je dirais, pour accompagner les bénéficiaires de leur service. Et il est évident qu'en interne, à un moment donné, le numérique devenant de plus en plus prégnant, il faut un pilote, un spécialiste qui puisse effectivement traiter de la cybersécurité, traiter du dossier informatisé de l'usager, piloter les dossiers de télémédecine, piloter la RGPD et l'accompagnement sécuritaire autour de ces sujets-là. Enfin, il y a énormément de sujets, il y a pléthore. Et si on n'est pas interne et si on ne participe pas en tant que partie prenante aux décisions d'accompagnement, c'est compliqué de faire matcher l'ensemble, en fait. Voilà. Et après, il y a les volets stratégiques qui viennent et qui s'accompagnent bien souvent du réglementaire, comme
la partie politique de sécurité des systèmes d'information qu'il faut mettre en place, des schémas directeurs pour pouvoir aussi mettre les choses dans le bon ordre, les réfléchir en fonction de nos moyens, de nos ressources. Et tout ça, c'est quelque chose qu'il faut vivre de l'intérieur pour pouvoir mieux le porter, je pense. Merci beaucoup, Bruno. Dominique, il n'y a pas de questions pour l'instant dans le chat, c'est parfait. Dans la salle aussi, n'hésitez pas, hein, si vous avez des points, des demandes d'éclaircissement ou des sujets à évoquer, n'hésitez pas. Bruno, moi je pense que c'est quand même compliqué d'être DSI, ne serait-ce que d'un seul organisme gestionnaire. Hein. Quand on présente toutes les fonctions d'un DSI, c'est vraiment pour un seul OG, c'est déjà très compliqué. Est-ce que, avant d'aller sur les conditions de réussite d'un DSI qui serait partagé entre plusieurs OG, est-ce que tu aurais peut-être quelque chose qui définirait au mieux ta fonction? Un terme ou une philosophie finalement qui définirait au mieux ta fonction? Je parlerai de décodeur, de traducteur peut-être entre les attentes de la direction générale quant à un système d'information performant, les métiers qui attendent également de la performance et une adéquation en tout cas entre leurs besoins et la réponse formulée au niveau du numérique, les contraintes également imposées par tous les partenaires externes, partenaires techniques, partenaires institutionnels qui imposent la réglementation. Donc il faut pouvoir mettre en adéquation tout ça. Donc c'est une forme de compréhension, de traduction et de mise en orchestration, je vais le dire comme ça, de tous ces besoins avec l'infrastructure, les logiciels, la performance de la productivité, les bons matériels à mettre en œuvre par rapport aux usages. Je peux prendre l'exemple, par exemple, du dossier informatisé d'usager, de la partie médicale, où on nous demande beaucoup de mobilité. Quel est le meilleur matériel à mettre en place? Est-ce que c'est de la tablette? Est-ce que c'est du PC portable? Est-ce que c'est du smartphone? Donc il faut aussi être là pour accompagner ces interrogations-là et repositionner dans le contexte technico-logique de développement ces réponses à ces questions. Voilà. Est-ce que toutes les applications sont bien, entre guillemets, responsives, transportables d'une solution PC vers une solution smart ou tablette? Est-ce que dans l'usage quotidien de porter la tablette à bout de bras, c'est quelque chose de confortable quand on fait de la saisie dans un dossier informatisé? Voilà. C'est aussi travailler sur la réponse technique, dans la compréhension également des métiers et dans ce qu'ils souhaitent pouvoir mettre en œuvre. Merci beaucoup, Bruno. Merci, Bruno, beaucoup. Donc, je vais te poser une question, parce que je pense que c'est la question qui brûle les lèvres de tout le monde. Quelles sont, selon ton expérience, les conditions de réussite d'un tel poste de DSI partagé? Par quoi est-ce qu'on pourrait commencer? La coopération peut-être entre les autres? Je pense qu'il faut vraiment un lien de coopération fort entre les établissements, les OG qui décident de partager à un moment une fonction telle que la mienne, telle que celle d'un directeur des systèmes d'information, puisque malgré tout, chacun a sa propre stratégie, chacun a ses propres objectifs. On n'avance pas tous au même moment et au même niveau. Donc il faut quand même que ces sujets-là puissent être abordés entre les OG, qu'on puisse cloisonner la confidentialité, je le répète, des actions menées de l'un vers l'autre, tout en gardant quand même ouvert à l'esprit la projection qu'il peut y avoir dans le management du système d'information au sens large, moi, pour les 3 structures que je pilote. C'est de savoir saisir les opportunités à l'échelle de ces organismes pour négocier, par exemple, la mise en place d'une solution, qu'elle soit technique ou logique, dans la mise en œuvre de solutions métiers. Voilà. Il faut définir des conventions, il faut être très organisé, je dirais également, dans la répartition du temps.
parce que malgré tout, on est salarié à mi-temps, il ne faut pas l'oublier, et c'est de pouvoir, tout en gardant une grande souplesse, garder aussi à l'esprit l'équilibre qu'il doit y avoir entre les structures, dans la répartition des tâches et du travail. J'avais une question pour la salle. Est-ce que dans vos associations, c'est un sujet qui a émergé, le fait de partager des fonctions de DSI, c'est des projets qui ont à un moment donné fait l'objet d'échanges dans vos équipes de direction ou à aucun moment? Ça s'est déjà passé sur l'IRSAM? Pas du tout? Oui, c'est un sujet. En fait, c'est un sujet qui est assez récurrent. On a des structures qui ont des compétences. Et si, en fait, la question de la mutualisation est sur le fonction. D'accord. Donc c'est vraiment la question de la mutualisation qui se pose. Sur la fonction DSI, sur la fait, il y a plusieurs niveaux. On peut mutualiser la fonction DSI, la fonction DSI, toutes les compétences, c'est-à-dire la CSI, les fonctions experts, l'analyse de données par exemple, c'est des ressources un peu expertes et particulières. Et puis il y a la question de tout ce qui est support, infogérance, où on peut aussi engager de la mutualisation, parce qu'en fait, les ressources étant contraintes dans une association, si on a au budget un ETP, l'ETP il a déployé les postes, maintenant que la stratégie, c'est compliqué. Donc mutualiser pour avoir plutôt diversifié les compétences, c'est des sujets qui se posent. Merci Nadège. Je vais continuer avec une autre question, Bruno. Au-delà de la coopération entre les associations, il faut quand même que toi, en tant que salarié, tu trouves ton compte. C'est quelque chose d'important pour ça, quand même, pour que ça marche. Pour que ça marche, évidemment, bien sûr. Donc, il y a, effectivement, comme je disais, il faut que les organismes se mettent d'accord aussi sur la partie conventionnée de ce partage, mais il faut aussi que l'homme, celui qui va prendre et porter la fonction, construise également une collaboration au fil du temps avec les directions qui l'emploient. Et bien souvent, c'est une rencontre d'hommes qui fait qu'à un moment, on arrive à matcher cette situation-là et qu'on ait cette intelligence de se projeter tous les trois, tous ensemble, pour savoir comment articuler la fonction en toute intelligence. Donc il faut effectivement une souplesse de tous les instants, puisque il va falloir aussi dans cette intelligence relationnelle qu'on puisse savoir prioriser et comprendre qu'il y a des priorités. Un projet, ça a un début, ça a une fin, mais ça a une vie surtout au quotidien. Il y a des besoins qui se font sentir et on ne peut pas dire à un moment non, je suis DSI de l'autre et je ne vais pas répondre avant jeudi parce qu'on est mardi et que mon jour de boulot, c'est le jeudi dans l'autre assoce. Donc il faut aussi qu'on puisse matcher, prioriser tout ça et se faire confiance aussi dans le pilotage de cette planification. Ce que je pense aussi, c'est que quand même, recruter un DSI, on cumule quand même deux éléments qui sont des ressources humaines relativement rares sur le marché du travail, je le dis comme ça. Recruter un DSI qui a un savoir-faire, un savoir-être, c'est pas si facile que ça. Vous le vivez, c'est une tension du marché du travail qui est quand même importante sur ces fonctions-là. Et de ce fait, il faut quand même proposer, si vous imaginez un partage d'une telle fonction, que ça soit attractif et équilibré donc voilà, avoir en tête que il y a certes des contraintes que doivent mettre en place les organismes gestionnaires qui pourraient avoir cette idée-là, mais aussi avoir en tête que c'est des fonctions qu'il faut pérenniser, fidéliser et recruter, et que c'est pas si facile que ça. Telle est ma conviction. Mais il faut peut-être avoir une appétence pour le secteur, non? Clairement, effectivement, si là on est vraiment dans le médico-social, donc c'est-à-dire que c'est multifactoriel. Et il faut appréhender cette fonction-là dans toutes ces structures. Au-delà de la compétence, je n'irai pas jusque-là en ce qui me concerne, mais en tout cas, il faut avoir une bonne connaissance du milieu système d'information, savoir d'où on vient, comment on progresse et comment on va faire progresser. Donc, il y a effectivement une complexité parce qu'on part de très loin. Et les gens qui veulent partir de loin,
Il n'y en a pas beaucoup sur le marché, effectivement, je te rejoins là-dessus. Ou alors, il faut avoir une vision de construction. Et il faut partir là-dedans, se dire il faut se relever les manches et il faut y aller. Donc il faut avoir aussi une appétence pour le médico-social, pour les personnes qu'on va accompagner dans nos fonctions, parce que malgré tout, on les accompagne aussi par nos actions vis-à-vis des salariés, en leur donnant les bons outils et les outils suffisamment confortables pour pouvoir bosser, mais aussi les résidents auxquels on apporte également du Wi-Fi, de la téléphonie. Donc voilà, il faut pouvoir couvrir ce périmètre-là. Et effectivement, il faut avoir l'envie de donner parce que, à contrario du libéral, les salaires ne sont pas là, si on pose les choses comme ça. Donc, il faut avoir un peu une volonté d'aider un peu et pas simplement une vision budgétaire ou économique sur la fonction. Est-ce que tu voudrais dire que c'est quand même une fonction qui a, dans le secteur médico-social, encore plus de sens que dans d'autres secteurs? Le fait d'accompagner les bénéficiaires, d'accompagner des résidents fragiles et vulnérables, c'est quelque chose qui contribue à donner énormément de sens à une fonction de management du système d'information? Tout à fait. Pour avoir connu dans d'autres vies, effectivement, le milieu bancaire au niveau système d'information, et après le sanitaire et le médico-social, c'est vrai qu'il y a une autre dimension, clairement dans le bancaire, c'est les GAB qui doivent tourner la nuit, c'est l'argent qui doit être brassé au quotidien, et c'est ça le plus important. Dans le sanitaire, on travaille pour des patients, dans le médico-social, on travaille pour des bénéficiaires, des personnes fragiles, et je dirais, voilà, ça donne tout sens aussi aux actions qu'on mène, et à l'énergie qu'on va pouvoir déployer dans ces fonctions-là, en connaissance de cause, de ce pourquoi et pour qui on le fait. Merci beaucoup. Je vais encore te poser une question, Bruno. Tu es directeur du système d'information, donc finalement, peut-être que tu manages en direct des techniciens du service informatique. Est-ce le cas? Est-ce que, outre les prestataires, est-ce que tu manages directement des salariés de l'association? C'est une fonction importante à connaître, oui. Ça, pour si on recrute un DSI, si on veut partager un DSI, c'est savoir le périmètre hiérarchique finalement. Alors dans l'idée, dans l'absolu, effectivement, j'aimerais pouvoir piloter un service informatique dense et épais qui me permette d'accompagner au mieux et en interne mes besoins. Aujourd'hui, c'est pas vrai. On en revient toujours en ère de la guerre, qui est l'argent, qui est la ressource, et aujourd'hui les ESMS n'ont pas les moyens forcément d'investir sur un service informatique d'une quinzaine de personnes pour accompagner les besoins techniques, les besoins serveurs, les besoins en structuration de bases de données, les besoins en gestion de projet, etc. Donc aujourd'hui, mes moyens sont assez limités sur les deux associations. Malgré tout, chez Human, il m'a semblé vraiment important de pouvoir recruter une chef de projet qui me relaie sur mes absences sur les dossiers courants, on va dire, et les projets courants de moyenne, de petite envergure. Côté avance, j'ai un technicien une journée par semaine qui est là pour l'accompagnement et la formation de certains utilisateurs à l'utilisation des outils courants là également, type Teams, Office 365, voilà, pour faire le relais également et le traducteur auprès des partenaires techniques. Donc aujourd'hui, non, je pilote essentiellement plutôt des fournisseurs, des partenaires que j'essaye, je dirais, dans mon organisation, de mutualiser là aussi sur l'ensemble des structures. À partir du moment où je trouve un bon partenaire, j'essaye d'en faire bénéficier tout le monde, ce qui m'apporte un poids différent également, et ce qui me permet en une seule fois de couvrir le périmètre des 3 structures lorsque je rencontre mon partenaire technique, mon partenaire téléphonie. Voilà, ça me fait gagner du temps également. Voilà. Ok, on y reviendra sur cet aspect des prestataires et finalement du périmètre assez restreint du nombre de salariés au sein du système d'information. Mais bon, c'est quelque chose qui va évoluer, bien entendu.
C'est le cas aussi pour vous dans vos associations, le nombre de salariés au sein du système du service informatique n'est pas si important que ça finalement. Pas significatif. Allez, moi j'ai. Bon. J'ai, Bruno, une autre question aussi. En préparant ce rendez-vous, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant d'ouvrir la discussion sur des thématiques fortes et d'actualité autour du système d'information dans le secteur médico-social. L'objectif, c'est à la fois d'échanger avec la salle, mais également de présenter peut-être aux directions générales qui peuvent nous écouter ou aux cadres des établissements qui peuvent nous écouter les enjeux à venir. Les enjeux à venir dans le secteur médico-social, on a parlé un peu de l'actualité, tout ce qu'il faut piloter en tant que directeur de système d'information, mais ce qui arrive, on a essayé de préparer donc quelques perspectives là-dessus. Je te laisse les commenter. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, venant du médico-social, le premier des enjeux, pour moi, ça va être au niveau de ce périmètre, c'est de rattraper un petit peu le retard qu'on peut avoir au niveau du sanitaire. On en parlait tout à l'heure un petit peu sur les messageries de santé, sur tous les programmes je vais prendre l'exemple du contrat de bon usage du médicament, par exemple, qui est déjà déployé depuis longtemps dans le milieu sanitaire. On commence à voir émerger au travers des DUI, comment on fait de bonnes prescriptions, etc. Donc c'est déjà d'essayer de rattraper le gap sur ces périmètres-là, de rattraper aussi le gap qu'il y a aujourd'hui entre une gestion, je vais la qualifier d'artisanale des systèmes d'information au niveau des établissements, qui bien souvent sont encore un peu autonomes sur ces parties systèmes d'information, de leur faire comprendre, de leur faire appréhender la mutualisation de ces fonctions-là. Finalement, on est un service support pour les aider et les libérer de ces contraintes-là. Donc ça, c'est déjà un premier enjeu du numérique, c'est d'essayer de ramener tout le monde vers une certaine forme de maturité informatique qui est nécessaire et indispensable aujourd'hui. Et après, bien sûr, une fois qu'on a cette maturité, c'est d'appréhender tous les événements qui gravitent autour de nous et qui viennent nous impacter directement. Appréhender l'IA, ses usages, comment on les intègre dans nos pratiques aujourd'hui métiers, comment on s'en méfie aussi, pas faire tout et n'importe quoi. On parlait de boîte de Pandore tout à l'heure, mais effectivement, il faut que les règles soient posées. Si elles ne le sont pas, c'est à nous de les poser également. Accompagner les nouvelles façons de travailler, le nomadisme, le télétravail, donner les règles de sécurité autour de tous ces nouveaux modes de travail. Quand je pars avec mon portable, je fais attention, je ne le laisse pas sur le siège de ma voiture et je ne pars pas manger mon McDo en laissant un portable sur le siège ou sans sécuriser, je ne laisse pas traîner de clé USB, d'ailleurs on les prohibe. C'est accompagner aussi les métiers vers les choix des solutions, donc leur apprendre la gestion de projet, embarquer les équipes aussi autour de ces projets, travailler sur la sécurité, la mise en œuvre de systèmes de sécurité un peu plus intelligents que par exemple les antivirus qu'on avait jusqu'à présent, et partir sur des solutions aussi apprenantes, intelligentes, comme les EDR, les XDR. On ne va pas rentrer dans le technique, mais voilà, c'était juste pour... Et travailler aussi et appréhender tout ce qui va être stratégie de prévention et comment on s'organise le jour où on subit des attaques. C'est vrai qu'on a préparé dans cette slide, plutôt que de marquer cyberattaque, on a vraiment pris le choix de dire que va-t-il se passer quand je serai victime d'une cyberattaque. C'est qu'une question de temps. Quand est-ce que je serai victime d'une cyberattaque, plus ou moins large. Mais donc, quand ça va se passer, comment est-ce que je fais? J'ai plus de serveur, j'ai mes logiciels comme ça, où est-ce que je mets ma cellule de réflexion et dans la région avec la cellule CAPSI qui s'occupe de la cyberattaque, c'est des sujets qui sont fréquents, où on a une attaque sur un centre hospitalier, à Cannes récemment, à Arles il n'y a pas si longtemps, il y en a eu d'autres sur la région. C'est des sujets très très denses. Quand on le transpose en secteur médico-social, les enjeux sont peut-être un peu moins importants puisque les attaques sont parfois moins critiques, mais néanmoins, c'est juste une question de temps
entre le moment où vous mettez en place une protection et le moment où vous allez être victime d'une cyberattaque. Regarde ces enjeux, Bruno. Est-ce qu'une partie de la réponse, ça pourrait aussi, pour appréhender ces enjeux numériques à venir, est-ce qu'une partie de la réponse, ça pourrait être de partager des réflexions entre plusieurs organismes gestionnaires, d'initier ou de continuer cette réflexion entre plusieurs OG sur un territoire? Tout à fait. Alors ça existe déjà au sein des ESMS avec qui je travaille, hein, puisqu'on a déjà des passerelles qui existent au niveau de plusieurs services. Je pense notamment, et je regarde dans la salle Claire Bout de chez phare 83. phare 83, Avance, Human travaille déjà sur des sujets comme les RH, comme l'accompagnement RSE des établissements. Il y a quand même des passerelles qui sont déjà faites au niveau de ces associations. On a travaillé ensemble sur les outils comme la télémédecine. Les réflexions, moi je les mène également, même si on n'est pas, je dirais, en lien direct avec le RSI de phare. Quand on parle stratégie, on essaye d'avoir des réflexions communes pour ne pas non plus rester seul dans sa réflexion ou dépendant de nos partenaires techniques non plus. On essaye aussi de prendre un peu de recul vis-à-vis d'eux et de recouper, nous, nos propres informations pour prendre les décisions les plus objectives et les plus pertinentes possibles. Voilà. Sur les outils également, des rapprochements sont faits entre phare, Human sur la partie dossier informatisé de l'usager. Avance ne s'est pas rattaché à ce projet-là parce que on avait construit déjà un schéma directeur et on n'était pas dans la même temporalité que les deux autres associations. Donc il a fallu qu'on se réajuste aussi dans le temps. Mais effectivement, je pense que plus on sera nombreux, mais plus il y aura de passerelles entre quelques organismes gestionnaires entre elles, et je pense que plus on pourra asseoir vraiment des décisions posées, réfléchies, et plus on aura de poids également vis-à-vis des éditeurs ou des partenaires qu'on sollicitera sur ces périmètres-là. Merci beaucoup, Bruno. Si tu devais refaire les choses dans ta fonction de DSI partagée, qu'est-ce que tu ferais de différemment? Vraiment, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu imaginerais vraiment avec l'expérience? Je le ferais vraiment différemment. Je ne sais pas si je le ferais différemment, mais peut-être je referais la même façon, parce que finalement, c'est pas si mal, puisque c'est un modèle qui fonctionne, au delta, bien sûr, de tout ce qu'on a dit au préalable, et d'avoir réfléchi les choses en amont, parce que c'est au moment où, voilà, où tout va bien et qu'on s'entend qu'il faut aussi réfléchir à quand ça se passera mal. Imaginons qu'il y ait une des deux associations qui me licencie, qui porte le projet à fond. Ben voilà, comme on a partagé aussi les charges communes de ma fonction, tout bête, hein, mais l'achat de matériel, le véhicule de fonction, les frais d'essence, voilà, comment ça se passe s'il y en a un qui sort, je dirais un petit peu de ce modèle-là. C'est l'expression du Brexit. Quand on a retrouvé ses œufs, quand on a fait une omelette, c'est quand même bien compliqué. C'est un peu de cet ordre? C'est tout à fait de cet ordre, et j'aime bien l'image, elle est très significative de tout ça. Donc ce modèle-là fonctionne, je dirais au delta effectivement de ces quelques points de vigilance. Est-ce qu'il y en aurait un qui serait un peu meilleur que l'autre dans l'idée peut-être de mettre en place un GIE, que chaque association abonde au GIE et qu'il y ait ce partage de ressources? Ça peut être une des solutions. Après, qui abonde, dans quelle proportionnalité on abonde, quels sont les modes de restitution de l'activité de chaque ressource mise à disposition de ce GIE. Là également, si je sors du GIE, qu'est-ce qui reste à charge des autres parties prenantes? Derrière, appartenant à une structure un peu externalisée, entre guillemets, quel impact au niveau aussi
comité de direction, comité exécutif, comment on arrive encore à se positionner dedans dans un niveau de confidentialité suffisant, avec suffisamment d'informations qui nous permettent de remplir nos fonctions. Donc, il peut y avoir plusieurs modèles, il faudrait les éprouver tous. Là, aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. En tout cas, si c'était à refaire, je le referais, ça c'est sûr, parce que le poste est riche et c'est très valorisant, je dirais, de pouvoir partager comme ça un parcours, une expérience. Donc, voilà. C'est un parcours hyper positif pour moi, en tout cas, dans la richesse de partage des métiers, des bénéficiaires, etc. Et je le referai. Alors, sous quelle forme? Il y en a sans doute des meilleures que celle-ci, j'en suis convaincu. Mais voilà, il faut qu'on réfléchisse à comment on peut les mettre en œuvre. Et on commence à y réfléchir avec Human et avec Avance. Mais ce n'est pas encore totalement abouti. Et il faut qu'on repose tous les avantages et les inconvénients d'une redéfinition, en tout cas, de l'accompagnement DSI. Alors moi, je vais te faire part d'une réflexion que j'ai plusieurs fois entendue de la part de direction que j'ai côtoyée dans toutes mes fonctions. J'entends d'une manière ou d'une autre un message qui consiste à dire « j'ai pas les moyens financiers d'avoir un DSI et je suis obligé d'externaliser la gestion du système d'information ». Bon, voilà, c'est vraiment ce postulat-là. On regarde ce postulat quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait donner à nos interlocuteurs comme conseil en regard de ce postulat? Alors, tu vois que j'ai mis quand même une photo d'un casse-tête chinois parce que ça semble quand même illustrer ses propos. J'aurais tendance à dire, si on a les moyens de se payer une prestation d'un partenaire technique pour le pilotage de son système d'information, on a sans doute les moyens d'engager des ressources sur un poste. S'il y avait un poste à choisir, là, je vais prêcher pour ma paroisse, bien évidemment, ce serait le poste de DSI ou de responsable à minimum des systèmes d'information qui soit là vraiment pour piloter la stratégie et qui agisse en bon père de famille vis-à-vis de son OG. C'est quand même plus rassurant, je pense, d'avoir cette fonction-là en interne, puisqu'on va être partie prenante de la stratégie, on va être partie prenante du modèle économique, on va être partie prenante de sa propre structure, alors que l'organisme externe, le prestataire de service, si à un moment il doit faire un choix entre la peste et le choléra, il choisira ce qui l'arrange le mieux pour sa propre structure, parce que lui aussi devra agir pour son propre organisme. Je suis assez d'accord avec ce que disait Nadège tout à l'heure, à savoir que les fonctions vraiment support, terrain, technicien de base, qui va changer l'imprimante, qui va faire le dépannage du poste ou l'installation du poste, toutes ces parties-là, on peut les laisser aux prestataires de services sans aucun problème. Par contre, effectivement, quand on va être dans le confidentiel, quand on va être dans la réflexion, quand on va être dans la stratégie, de confier ça à quelqu'un d'externe, ça se fait, hein, mais il y aura toujours... faut bien contractualiser, bien peser et bien préserver sa structure au travers du contrat. Et c'est beaucoup plus complexe, je pense, que d'internaliser cette fonction de DSI. Bruno, je te remercie. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, s'il te plaît, essaie de parler fort. Moi, je dirais juste que la décision en direction ne s'externalise pas. C'est-à-dire que même si on peut se faire externe, on n'a pas de DSI, on peut demander un conseil. Mais la décision, c'est pas le prestataire qui la prend. On est d'accord. Voilà, moi, je pense que c'est surtout la fonction de direction ne s'externalise pas. La fonction de direction ne s'externalise pas. Ben voilà, ça c'est quand même une belle phrase. Ah ouais, moi, je pense qu'on est tous à peu près d'accord avec ça. Mais la difficulté, c'est de le mettre en œuvre. C'est vraiment quelque chose de difficile à mettre en œuvre. Bruno, nous arrivons à la fin de notre présentation. Je te propose quand même que pour la fin de notre présentation, on puisse communiquer un résultat d'enquête que nous avons réalisé. C'était l'année dernière, hein,
en 2021, en fait, la question que l'on avait posée à 1820 structures, c'est la fonction de DSI, RSI. On l'avait étendue, DSI, RSI, dans le secteur médico-social en région PACA. Eh bien, nous avions la question, c'est combien est-ce qu'on avait d'établissements qui ont cette fonction internalisée dans la structure, ou alors qui est-ce qui occupe cette fonction au sein des structures. Et donc, vous voyez que 32%, c'est les directions d'établissement. Nous avons un RSI présent dans, je suis daltonien, j'ai du mal à voir les couleurs, 21,26%. C'est ça, Nadège? Oui. RSI, elle est à 21%. 21% RSI et on n'a que 20% qui ont un DSI en fait, dans la totalité du panel. 50% des structures qui ont répondu. Les 1820, c'est Ouais. les répondants. On avait adressé à plus de 3000 structures. C'est ça. Mais sur les 1820 répondants, on avait effectivement moins de 50% des structures qui avaient cette fonction DSI RSI. C'est-à-dire qu'en fait, sinon, les personnes en charge de l'information, très majoritairement, ça restait directeur d'établissement. Exactement. C'est ça qui était important. DAF à hauteur de 6,81%, directeur, et puis finalement que 20% des structures qui ont un DSI vraiment identifié, et puis d'autres fonctions. C'est... Quand on regarde en nombre de personnes, parce qu'on a aussi la fonction qui est mutualisée, comme c'est le vélo, on est à 217, ça fait, parce qu'en tout, on avait pour 772 de SMS qui avait cette fonction-là, ouais. Mais ce n'est que 207 personnes. D'accord. Bon, et c'est vrai qu'on a toujours un peu tendance à se comparer au secteur sanitaire, nous autres. Oui. Et bon, on imagine mal un établissement sanitaire sans cette fonction identifiée. C'est voilà, quand on voit tout ce qui circule, toutes les informations, tout le côté essentiel du système d'information dans le fonctionnement d'un établissement, on se dit voilà, écoutez, c'est le début d'un long parcours sur lequel le secteur médico-social va progresser sur l'internalisation de cette fonction, et le fait peut-être d'imaginer de la partager, ça peut être une piste à réfléchir sous réserve de bien avoir en tête ce qui marche et ce qui est peut-être des écueils à éviter. Oui, une question. Plus général, on parlait ce matin de l'accompagnement au changement, effectivement, de la transformation numérique. Par rapport au regard que vous avez et vous avez fait les choses en l'état pour vos structures et quand vous projetez sur une atteinte de cible, alors c'est vivant, je ne sais pas quand on en rajoute, mais si on parle globalement d'une transformation numérique, est-ce qu'on est sur des échelles qui sont de l'ordre de plusieurs années, ça on le sait, mais est-ce qu'on arrive à le doser ou pour vraiment arriver progressivement? Encore une fois, vous êtes sur un secteur spécifique, oui. etc. On va reprendre celui-là, parce qu'on est dans cet exemple-là, il y a beaucoup sur la table dans le secteur du handicap, sachant qu'effectivement, on a structuré l'activité système d'information, introduire des éléments stratégiques auprès de la direction, parce qu'elle a conscience qu'il faut du budget aussi, oui. Si on veut moderniser le SI, se projeter sur du contexte de la cybersécurité. Quand on aligne tous les objectifs qui sont hyper stratégiques aujourd'hui, à l'instar de ce qu'on peut voir dans l'hôpital et qui sont portés aujourd'hui dans le secteur médico-social, est-ce qu'on peut, c'est pas une colle, mais est-ce qu'on peut afficher une tendance, on va aller en donne les clés, aujourd'hui dans le DSI mutualisé qui prendrait en charge cette partie-là dans les structures qui nous écoutent, effectivement sur un choix de faire appel ou sur un prestataire externe, mais voilà, on est sur des échelles de temps assez longues, mais est-ce qu'on peut les mesurer? On peut les appréhender, les mesurer précisément, ça va être compliqué, effectivement, parce que ça va dépendre déjà de l'état de maturité initiale de l'OG ou de l'établissement qu'on va prendre en charge dans le pilotage. Après, ça va dépendre également de la compréhension de la direction générale, de la nécessité de mettre en œuvre les éléments nécessaires pour avoir un système d'information entre guillemets digne de ce nom. C'est leur faire comprendre qu'effectivement il faut qu'il y ait une part du budget qui soit allouée au système d'information, équivalente à au moins, je pense, 2-3% du budget global pour qu'on puisse commencer à travailler sereinement par rapport à l'environnement. Et après, c'est mettre en place le schéma directeur qui va bien aller
je dirais. Moi, par exemple, sur Avance, on s'était fixé un cadre à 5 ans pour les amener à une maturité qui se rapproche de celle du sanitaire, mais ça a passé d'abord par une refonte de l'infrastructure, des serveurs, des machines, la mise en data center, la mise en place de liens suffisants au niveau des établissements, quand c'est possible, vis-à-vis des opérateurs, pour couvrir les besoins et permettre d'avoir un confort minimal nécessaire pour faire tourner les applications dont on a besoin. Et après, effectivement, travailler un peu en amont, en parallèle, sur les outils métiers. Mais en fait, il y a, je le redis, ça dépend de la maturité et d'où on est arrivé, en tout cas au niveau des structures, sur ces éléments-là d'infrastructure, pour pouvoir amener tout le monde, je dirais, sur cette maturité-là. Sachant qu'en plus... Le T0 des 5 ans, c'était il y a quelques années. C'était en 2018. Donc, ouais. Là, on est sur le deuxième schéma directeur, voilà. En sachant que c'est une ambition, 5 ans, c'est long, 5 ans finalement sur un schéma directeur, parce que sans arrêt, il y a des révisions à mener. Et l'idée du schéma directeur, c'est de se donner une cible, de se dire, voilà, voyons grand, commençons petit, mais on sait où on veut aller, dans je dirais, la maturité qu'on veut atteindre. Et après, c'est se remettre en cause régulièrement et de se dire, voilà, quelles sont les priorités à N+1, N+18, N+24. Qu'est-ce qu'il y a comme impact? Aujourd'hui, on a le réglementaire qui vient nous mettre du DSR, de la télémédecine. Donc, finalement, ce projet-là, on doit le reporter parce qu'on n'a pas les moyens de mener de front sur les deux sujets. Moyens financiers, moyens ressources internes, moyens matériels pour accompagner ces évolutions réglementaires et ces besoins métiers. Donc, c'est une remise en cause permanente, mais je dirais que entre 3 et 5 ans, c'est le temps nécessaire aujourd'hui pour ramener le médico-social, quand on part d'assez loin, vers quelque chose d'un peu plus structuré. Voilà. Merci pour ce retour d'expérience. Merci. Eh bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions dans le chat, Dominique, on a pu répondre au fil de l'eau. Donc, écoutez, je vais terminer l'événement et je vous remercie parce que le format, il n'était pas facile et pour Bruno et pour les participants de la salle. Donc, voilà, vous aurez donc l'événement qui vous sera enregistré et la présentation qui vous parviendra par email. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Au revoir et merci. Merci. On propose peut-être c'est de terminer Oui, exactement, c'est ce que j'avais.